Sergino Lokosu, bonjour. Bonjour Ahmed, bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Juste en face de vous, je le disais à l'entame de l'émission, un nouvel invité en la personne de Armel Romposo. Bonjour. Oui, bonjour mon cher Ahmed Arikba. Bienvenue. C'est bien ça, oui. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs de Eden TV. Un plaisir pour nous de vous recevoir en plateau et de faire l'exercice avec vous ce matin. C'est Sergino Lokosu que vous connaissez très bien, certainement. Oui, exactement. Voilà. Donc, ce sont des retrouvailles. On va dire ça comme Voilà. Par le truchement d'Ahmed. ça. Eden TV également. Eden TV, évidemment. Allez, on va démarrer par un premier titre. C'est vrai que la presse en parle depuis quelques jours maintenant. Quoi de plus normal? Nous sommes à 2 ans, donc de 2026, oui 2 ans, 3 ans, enfin un peu moins de 3 ans quand même, de la présidentielle de 2026. Et donc la succession justement ouverte de Patrice Talon à la tête du Bénin. Le quotidien Le Devoir en parle, on va voir la une s'afficher dans les instants à suivre. Donc, succession ouverte de Patrice Talon à la tête du Bénin, la probable candidature de Olivier Bokov fait courir les partis de la mouvance. Armel Romposo. Oui, merci Ahmed. C'est un sujet vraiment important. Et je trouve que c'est intéressant qu'à quelques années déjà, on commence à parler. Il y a beaucoup de bruit autour des candidatures, mais contrairement à un passé pas si récent que ça, mais contrairement à ce qu'on observait dans le passé, il y a très peu de noms qui reviennent sur les lèvres. Et le nom de M. Bokov revient beaucoup. Mais moi, ce que je déplore, c'est que juste là, le grand monde des Béninois ne connaît pas l'homme. C'est vrai qu'il joue, dit-on, un grand rôle au sein du dispositif, dans la machine présidentielle. Mais franchement, on aurait aimé que l'homme apparaisse un peu, même si ce n'est pas pour parler de candidature, tout au moins pour s'exprimer sur des enjeux nationaux, pour que tout au moins nous apprenions à le connaître, parce qu'on constate que c'est plutôt d'autres hommes du sérail ou qu'on ne connaît pas peut-être assez, qui vendent cher sa peau. Mais on a soif de connaître aussi l'homme. Bon, c'est mon avis. Besoin donc de connaître l'homme pour justement en savoir davantage sur lui. Oui, c'est ça. C'est ça. En gros, Sergino Lokosu, succession ouverte donc de Patrice Talon à la tête du Bénin, probable candidature d'Olivier Bokov qui fait courir les partis de la mouvance. Avez-vous aussi envie d'en savoir plus sur le monsieur, de le voir prendre la parole, peut-être s'exprimer sur les faits d'actualité? C'est un opérateur ou un homme d'affaires à succès, qui dit proche ou très proche du chef de l'État. Donc il n'est pas connu du sérail politique. Il n'est pas connu des partis soutenant le chef de l'État, parce qu'il peut y avoir, ou du moins s'il y a des rencontres au cours desquelles il assiste avec le président de la République. Bien donc sûr. Il est connu. Peut-être que pour une partie du peuple, il n'est pas encore connu, mais pour la masse, il n'est pas connu, mais sa candidature est suscitée. Je pense que ça ne devrait pas courir, ça ne devrait pas faire courir la mouvance présidentielle, parce que si il est décidé que c'est lui qui sera le dauphin du chef de l'État, je pense que le journal a bien vu, les partis soutenant les actions du chef de l'État vont qu'accompagner ce personnage, Olivier Bokov, qui n'est pas inconnu des acteurs politiques qui sont dans le BR, l'UP, l'UDBN et d'autres partis soutenant, d'autres partis soutenant les actions du chef d'État. Je pense que la mouvance présidentielle a intérêt à faire front uni pour aller à ces élections générales de 2026. Pourquoi je le dis? Parce que les législatives, je continue de le dire, constituent un indicateur fort de ce que l'opposition a toujours droit au chapitre. Pourquoi je le dis? Parce que vous voyez les résultats. Au moins, l'opposition a réuni le même nombre de députés qu'un parti de la mouvance présidentielle un parti soutenant les actions du chef de l'État. C'est dit quoi? C'est dit que si la mouvance ne reste pas en rang serré,
elle risque de rater le coche, comme on le dit. Et donc, c'est une élection, ça n'est pas joué d'avance. C'est vrai que quand vous prenez ces partis soutenant les actions du chef de l'État, ils ont peut-être des atouts, des avantages. Ils sont peut-être loin de l'opposition, mais à la dernière minute, tout peut se jouer. Donc, je pense que ce personnage, c'est vrai que sa candidature est suscitée. Il ne passe de jour ou de week-end qu'on ne trouve pas de mouvement soutenant les actions de l'homme, parlant de l'homme. Je pense que si véritablement c'est lui qui est le candidat choisi par le chef de l'État, on connaît le chef de l'État, il est très fin en matière de stratégie politique. Il saura quand même concilier les humeurs, les ambitions pour que son héritage, s'il a envie de laisser un héritage politique, pour que son héritage reste. C'est ce que je pense. Hein, je crois que l'homme, c'est peut-être une stratégie politique. Nous sommes en 2023, 2026, c'est vrai, ça n'est pas loin, mais c'est un peu loin également. Peut-être que lui-même, il est en train de voir les choses. Peut-être qu'il est derrière parce qu'il n'est pas... Il s'agit de tâter le terrain. C'est vrai qu'il n'est pas encore allé au-devant de la scène. Il n'a pas encore fait de sortie médiatique pour qu'on sache s'il est vrai, s'il est demandeur ou pas. Mais depuis des mois, il n'a pas refusé. S'il n'était pas demandé, il allait sortir. Il a d'ailleurs appris que l'intéressé même ne se serait pas prononcé de manière favorable. En tout cas, par rapport mais pourtant ça continue. Pourtant ça continue. Donc je pense que nous sommes dans un état de droit, nous sommes dans une république. Si tu ne veux pas quelque chose, la meilleure façon c'est de dire non. Non, de façon officielle. Sortir un communiqué officiel. On l'a fait un certain ministre. Exactement, il y a quelques jours. Donc je pense que s'il ne dit rien, il est en guise de demandeur. Je dis ça comme ça. Attendons peut-être 2025, 2026 pour voir s'il n'est pas réellement demandeur. Mais je pense que sa candidature ne doit pas faire courir la mouvance présidentielle. Je vais dire aussi que, effectivement, ça alimente un peu les suspicions. Et le fait qu'une voix, quand même, que je peux dire autorisée, s'élève pour dire que... Il est le meilleur. Que le monsieur aurait... Non, je veux parler en temps de qui a dit qu'il aurait décliné l'offre. Voilà. Quand on est dans une république comme le Bénin, et on parle de questions très sérieuses, si c'est qu'il n'est pas d'accord, voilà, qu'il se prononce et ça va faire taire toutes les suspicions. Comme l'a fait le ministre Wadaï il y a quelques semaines. Même avant le ministre Wadaï, le chef de l'État, quand le culte de la personnalité a commencé, quand les affiches, les posters géants à son effigie, il a interdit automatiquement, dans le week-end, il a interdit, il a vu vendredi, et déjà le dimanche soir ou lundi, enfin samedi soir ou dimanche soir, il a sorti un communiqué pour mais moi, ma préoccupation, c'est au-delà des suspicions, c'est que l'homme se révèle un peu au peuple. Parce que si votre nom revient si tant, c'est que vous avez un background, vous avez quelque chose à apporter. Mais ça, c'est dans la perspective comment dire, qu'il accepte être candidat. Qu'il l'accepte ou pas, tel qu'il est suscité, c'est ce donc qui est le premier qui revient. Ça veut dire que les gens voient en lui quelque chose. Qu'il accepte ou pas, ce serait bien qu'on commence à le connaître. À le connaître un peu plus. Je pense que je ne défends pas l'homme, mais je pense que nous sommes en politique et ça peut faire partie d'une stratégie politique. Laisser les gens susciter la candidature et puis peut-être revenir, peut-être en 2025 à un an de l'élection présidentielle. En Europe, dans les grands pays, c'est une lourde charge. Je ne refuse pas. Comparaison n'est pas raison. Ce que vous ignorez, il y a des mouvements qui soutiennent les actions de l'homme et qui sont un peu partout dans les communes et qui agissent pour l'homme. Donc je pense que ça n'est pas... Il est appelé à gérer les populations. Et même quand on parlait des partis politiques, les partis ne sont qu'une émanation du peuple. Donc ce n'est pas les mouvements, les gens qui sont beaucoup avertis, qui viennent parler, mais... Aujourd'hui, quand on dit Patrice Talon, le bas peuple connaît qui est Patrice Talon, le bas peuple connaît beaucoup de noms, même des ministres qui sont... Mais le bas peuple ne connaît pas forcément... En tout cas, Armel Wukoso a besoin de savoir... Pas Armel seulement. Enfin, voilà, c'est une manière de parler. Armel Wukoso a besoin de savoir
qui est Olivier Bokor en fait, d'en savoir davantage sur Exactement. lui. Et il estime que oui, le peuple aussi a besoin de savoir concrètement de qui est-ce qu'il s'agit. Après, pour ce qui est justement eh bien, comment dire, de cette candidature hein, qui fait courir les uns les autres au niveau des partis de la mouvance, oui, c'est vrai qu'on a vu ces derniers temps la plupart des formations hein, en congrès, il y a eu l'UPR, il y a eu on voit que Moël, quelque chose il y a eu le BR, on voit que oui, quelque chose se prépare. Commence, donc oui, ça fait courir. Alors est-ce que, on va finir vraiment là-dessus, est-ce que cette candidature justement, voilà, probable candidature de Olivier Bokor pourrait d'une manière ou d'une autre, comment dire, semer la pagaille ou alors, à contrario, faire l'unanimité au sein de cette mouvance, de tous ces partis qui soutiennent le chef de l'État. Oui, je trouve que c'est une très belle question parce que on a vu vraiment une mouvance très unie. Et ça, là, ça charme beaucoup parce que jusque-là, tout ce qu'on... C'est-à-dire le système partisan, la réforme telle que pensée, la mouvance a su vraiment donner les ordres. Et si aujourd'hui, il y a eu un grand parti, les démocrates, c'est que vraiment... on a vu que la mouvance a d'abord pris le leadership, mais effectivement, on sait qu'il y a des ambitions au sein de la mouvance. Donc, franchement, ça va être difficile. Mais, comme Sergino l'a dit tout à l'heure, juste là, on a vu un chef de l'État qui a su vraiment canaliser sa troupe. Vous dites la chose ainsi? Oui, donc moi, franchement, à ce niveau, je n'ai pas peur. Maintenant, il faut dire que c'est la fin du régime. Est-ce que les gens vont toujours rester aussi fidèles au chef de l'État? Unanimité possible autour d'Olivier Bokor au niveau de la mouvance? Je pense que oui et non. Oui, dans le sens où la mouvance reste véritablement unie. Oui, parce que si la mouvance reste toujours en odeur de sainteté avec les actions du chef de l'État, en odeur de sainteté avec le chef de l'État, parce que quoi qu'on dise, le chef d'État est en fin de mandat. Et quand vous êtes en fin de mandat, ça n'est pas évident que vos consignes soient suivies par ceux-là qui soutiennent vos actions. C'est vrai que dans chaque parti politique, on ne sait pas encore, mais il y a des ambitions présidentielles. Il y a des acteurs au sein de ces formations politiques qui ont envie d'aller également à ces élections présidentielles. Et donc, je pense que s'ils doivent vraiment rester en front uni, comme je l'ai dit, la candidature ne va pas poser problème. Ils peuvent accompagner cette candidature. Et d'ailleurs, ils n'ont pas le choix. Si réellement ils veulent, s'ils veulent suivre les consignes du chef de l'État, ces partis politiques doivent accompagner ce candidat. Et mieux, je veux rappeler quelque chose. Le ministre des Sports a dit que c'est le meilleur candidat de la mouvance présidentielle. Oui, et s'il le dit dans un gouvernement pareil, il faut vraiment... ça ne relève pas du hasard. Et nous sommes en politique, et donc il faut faire très attention. J'aurais aimé admettre que... parce que le ministre appartient à une famille politique. Moi, j'aurais aimé que ce soit... la famille politique qui se présente. Peut-être que lui, il nous a soufflé cela. C'est le ministre en tant que ministre qui a parlé. On nous a soufflé ça pour le moment. Peut-être que oui, tout cela procède, comme on l'a dit, ça compte beaucoup. Stratégie. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Ces avis, surtout quand des personnalités politiques du genre sortent de... Toujours est-il à mettre que... Il y a de fortes ambitions au sein de la mouvance présidentielle. Maintenant, attendons de voir. Si le génie du chef de l'État pourra faire taire ses ambitions, je sais que juste là, il a réussi. Surtout qu'on a... Là où les autres n'ont pas réussi. Il a réussi là où ils n'ont pas réussi. Attendons en tout cas de voir, même s'il est vrai que, oui, à la fin quand même du régime, Boni Gaï par exemple, il y a eu aussi plus ou moins ce consensus. Des scissions. Ah, mais pas plus ou moins. Je dirais même de façade. Parce que tous ne l'ont pas réellement soutenu. On l'a vu. Même au-delà du Bénin, c'est comme ça. À la fin du régime, vous assistez souvent à l'implosion de vos partis. C'est déplorable. Justement, parlons de fin de régime. Nous n'y sommes pas encore, mais nous n'en sommes pas loin non plus. Et l'affiche du jour qui propose ce matin, lutte contre l'impunité sous la rupture, ces dossiers sur lesquels les Béninois attendent toujours. Patrice Talon. Non, je pense qu'à l'arrivée du chef de l'État en 2016, il a fait de la lutte contre la corruption et de l'impunité son cheval de bataille. Et il a engagé véritablement cette lutte-là. Il a fait rendre gorge à des agents de l'État, à des
agents permanents de l'État qui ont géré un certain nombre de choses. Et on avait réuni en son temps, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à 1 milliard et quelques de sommes d'argent. Donc je pense que dans cette lancée, tout le peuple avait accompagné le chef de l'État. C'était dur, c'était vraiment amer. On se disait que c'était la chasse aux sorcières. Mais il avait fait. Et à la fin, on l'a applaudi. Mais ce qu'on a encore constaté, c'est que sous ce même chef d'État, il y a quand même des actes de corruption. Et cette fois-ci, au sommet de l'État, il y a des dossiers très importants où les acteurs impliqués sont peut-être emprisonnés, mais on ne voit plus l'évolution de ces dossiers-là. On se dit comment ça se passe et finalement, on ne nous dit plus rien. Des audits sont commandités, on ne voit plus, on ne connaît plus les résultats de ces audits et on se demande finalement si on ne tombe pas dans les mêmes travers que enfin, ce qu'on a vécu des défunts. Parce qu'on a dit que c'est la rupture et le nouveau départ. Et donc, est-ce que véritablement, il y a une rupture? On a constaté qu'il y a encore des nuits de corruption un peu partout au sein de l'appareil étatique. Et c'est vrai, on va imputer ça au chef de l'État parce que la Constitution lui a donné le plein pouvoir. C'est lui qui définit la politique de la nation. C'est lui qui choisit ceux et celles qui vont l'accompagner à mettre en application cette politique. Et donc, quand on constate ces actes de corruption, quand on constate que des affaires sont soulevées, la presse en parle et finalement, silence radio, on n'entend plus rien. Je ne veux pas citer d'affaires ici, mais je sais qu'il y a beaucoup d'affaires. Même le ministère des Finances est concerné. L'affaire est restée comme ça, c'est devant la justice. Ça n'a plus abouti. On se demande si, avant la fin de son mandat, est-ce qu'on pourra vider toutes ces affaires avant qu'il ne parte? C'est vrai que le chef d'État ne peut quand même pas avoir l'étoffe nécessaire pour faire le test de moralité à tous ceux-là qui vont l'accompagner dans la gestion du pouvoir. Il a fait confiance à des gens, il faut le reconnaître, qui finalement ne méritaient pas sa confiance. Des gens qui n'ont pas été de vrais disciples du chef de l'État, on va dire, parce qu'il était animé quand même. Quand il était venu avec la rupture, le nouveau départ, il est allé jusqu'à dire, je n'ai pas oublié cette formule, que si la portion est amère, on doit la faire boire aux malades. Si ça doit guérir la maladie, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous allons finir avec les anciennes habitudes, les anciennes façons de faire et c'est le nouveau départ. Mais on constate également qu'il y a des nuits de corruption. Et je sais que le chef d'État, en nous écoutant, ne va pas quand même laisser ses affaires comme ça. Il fait les choses avec méthode, il fait les choses avec style. Et il est un homme très raffiné. Il ne va pas accepter laisser des nuits de corruption, des affaires de corruption qui ont quand même été révélées sous son règne, comme ça avant de partir. J'espère qu'il n'a qu'à le faire pour quand même montrer que là où les autres n'ont pas réussi, lui, il a réussi là. Amel Ruposo, oui, sur le sujet de ce dossier. Mon cher ami Sergino a beaucoup décortiqué le sujet. Ce que moi je vais dire, c'est que la lutte contre la corruption, c'est pas facile. C'est pas facile dans tous les États. Les gens ont du mal à régler le problème. Imaginez, même le président Bouni Yahi, au début, c'était la même euphorie. Il avait même marché contre la corruption. Mais après, oui, la marche faite. Après, il y a eu des scandales. Et c'est tellement grave quand on dit qu'il y a des milliards détournés pendant qu'il y a des problèmes. On n'arrive pas à régler les problèmes, même les plus basiques des populations. Et ça énerve. Donc, du coup, moi, je voudrais simplement inviter tout un chacun de nous, bon, pas nous, parce que ceux qui ont vraiment assez à la manne de l'État à faire attention, parce que la République ne vous appartient pas seulement à vous, qu'on aille découvrir, pas sous nos cieux, mais on a vu des images ailleurs en Afrique, on allait découvrir de fortes sommes chez des gens, pendant que des jeunes sont là, pendant qu'il y a même les villes ne sont pas développées. Chez nous, il y a quand même un début qu'on constate. Donc, c'est essentiellement ça. Sinon, très souvent, quand on parle de la lutte contre la corruption, beaucoup voient en même temps une chasse aux sorcières. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être dans un État où quelques personnes ont le monopole et peuvent gaspiller l'argent de l'État comme ils veulent. Surtout la haute corruption, moi, je suis vraiment remonté contre. Donc, c'est un appel au patriotisme parce que je me dis que la personne du chef de l'État, Patrice Talon, ne peut pas régler ce problème. S'il n'y a pas vraiment
un patriotisme. Une fibre patriotique. Voilà, pourquoi en France, par exemple, il doit en avoir, mais il y a des pays où on entend rarement des gens se comporter de la sorte, parce qu'il y a au moins un désir, en tout cas, il y a du patriotisme, il y a un peu de patriotisme, et donc, il faudrait que, oui. Et les mentalités ne sont pas les mêmes, hein, les mentalités voilà, ne sont pas les mêmes. c'est une question de mentalité. Quand on te nomme ministre, quand on te nomme ministre, enfin, sous nos cieux, c'est tes proches qui te disent, tu es ministre, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a tellement de demandes, il y a tellement d'attentes aussi. Exactement, et on te dit, tel a été ministre, il a fait ci, il a fait ci dans sa localité. On ne voit pas. Donc parfois, ce sont les proches qui poussent à aller à commettre ces actes de corruption, à passer des marchés qu'on ne devrait pas passer, à accumuler des richesses qui échappent à tout le radar. Parce que si je le dis, le chef d'État, pour lutter contre la corruption, la CRIET a été créée pour ça, pour lutter contre la corruption. C'est quand même des instances qui ont été créées pour quand même faire peur aux agents, mais malgré ça, ils n'ont pas la pratique à continuer. Le mal à la peau dure. Comme qui dirait. D'où la question donc, de la moralisation de la vie publique. On va poursuivre, chers amis. On fait un tour à Parakou à présent avec Dabarou qui nous parle bien d'impraticabilité des routes de la cité de Kobourou et promesses non tenues de Patrice Talon. On parle à nouveau de Patrice Talon. Parakou a besoin des rues aménagées et non d'une liste de voies à réhabiliter. Amel. Oui, voilà, les confrères de Dabarou ont essayé quand même de rappeler, voilà, que, parce que je présume que c'est un organe qui paraît dans le Nord, donc du coup, ils ont voulu attirer un peu l'attention sur l'actualité de là-bas, parce que tout le monde a envie qu'on s'intéresse à sa localité. Je me rappelle la tournée du chef de l'État à la veille de la présidentielle. Il a eu la franchise de reconnaître dans certaines localités que ici, pas grand-chose. Voilà. Ici, on vous a fait ci. Et moi, j'ai aimé le discours de développement qui le caractérise. Maintenant, bon, les Paraquois doivent aussi accepter que c'est un processus national et que de part et d'autre, tout le monde a besoin. On ne peut pas satisfaire tout le monde au même moment. Oui, mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que l'alphatage tel qu'entamé au départ, bon, actuellement, je trouve que ça a baissé. Le rythme a baissé, mais il y a beaucoup d'autres priorités. Absolument. Il y a beaucoup d'autres priorités. Le président était par exemple en Chine récemment. On attend de voir sûrement les retombées parce qu'on sait que côté infrastructure, il travaille beaucoup. Donc au-delà des routes, il s'investit beaucoup dans les chantiers. Seulement, c'est bien que la presse attire l'attention sur ce genre de choses. Voilà, et c'est tellement fort, c'est tellement si bien dit, puisque carrément, c'est une interpellation au chef de l'État pour continuer. Mais je pense que Paraquois, quand même, eu droit à l'alphatage aussi, à tout au début, parce que c'était quand même toutes les grandes villes. Les grandes villes, justement, qui en ont bénéficié. Donc, patience au Paraquois. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle phase, la commune d'Abomey-Calavi aussi, eh bien, elles sont aussi bénéficiées de quelques ouvrages. On aura peut-être le temps de revenir là-dessus. Pour l'heure, on reste à Parakou. Sergino Lokosso, pour parler cette fois-ci de l'évasion des détenus survenus à la prison civile de la commune, le régisseur et le gardien-chef démis de leurs fonctions. J'ai envie de dire, peut-on reprocher à un homme enfermé sa volonté de rejoindre les libres? C'est ce que j'ai envie de poser comme question. Je pense que c'est l'agence pénitentiaire du Bénin qui est interpellée à chaque fois qu'il y a évasion et cette agence ou le directeur de cette agence a tout fait de démis ces agents indélicats qui n'ont pas de démettre ces agents donc de leur poste. De démettre ces agents de leur poste. Et je pense que c'est récurrent maintenant, les évasions dans nos prisons. Je pense qu'il y a un gros problème qui se pose. Pourquoi on assiste à ces évasions? J'ai envie de poser la question à ces acteurs qui gèrent nos prisons civiles. C'est vrai que ce sont des détenus qui sont dans ces prisons civiles. C'est des gens qui ont été incriminés pour des faits ou non, et que du jour au lendemain, on apprend qu'ils sont sortis. Comment ils sortent
est-ce qu'ils forcent les agents de sécurité pour sortir de la prison? Est-ce qu'ils escaladent les murs? Enfin, ils profitent du sommeil de ces agents pour sortir? Je me pose bien la question, mais je pense que c'est devenu un problème crucial, on assiste à ces évasions. On se demande parfois est-ce que ces agents ne sont pas de connivence avec les détenus qui sortent. Mais je pense qu'il faut véritablement qu'on travaille à corriger ça. Ça n'est pas bon pour le Bénin. En 2023, courant 2022-2023, on a assisté à beaucoup d'évasions dans nos prisons civiles. Même des autorités qui sont impliquées pour des faits connus ont quitté la prison et ont quitté le territoire national. Il faut se poser les bonnes questions et avoir les vraies réponses. Je pense que les acteurs doivent être interpellés par rapport à tout ça. C'est vrai que quand ça se passe, on a tout fait d'enlever ceux-là qui gèrent, mais au-delà de les enlever, il faut quand même chercher la cause de ces évasions. Est-ce que nos prisons ne répondent plus comme cela se doit aux normes? Pourquoi les prisonniers sortent de la prison, arrivent à s'évader? Moi, je pense que c'est un problème crucial et que les gouvernants puissent trouver des solutions à ce problème-là. Sinon, ça n'est pas bien pour l'image du Bénin, parce que nous abritons également une prison aux normes internationales où des prisonniers d'autres pays peuvent venir. Ici, je veux parler de la prison de Misirité. Là également, on a constaté qu'il y a eu des évasions de prisonniers. Je pense qu'il faut que le ministre de la Justice, les ministres impliqués, notamment le chef de l'État, puissent quand même trouver la stratégie qu'il faut pour éviter ça, parce que ça n'est pas bon pour l'image du pays, ça n'est pas vraiment bon pour l'image de l'agence pénitentiaire du Bénin qui gère les prisons civiles. En tout cas, en attendant, et sur le sujet, le grand jury informe que c'est Lukman Adeossi, commissaire de première classe, qui est nommé désormais régisseur de la prison civile de Parakou. Poursuivons et intéressons-nous à notre fait d'actualité avec le quotidien Matin Libre à présent. Amel Bosso, la page des éliminatoires Cannes 2023 a tourné, Rohr désormais sous pression. Ainsi démarre la vraie évaluation du sélectionneur franco-allemand. Oui, voilà, la page désormais tournée, son évaluation a commencé, mais franchement, moi je voudrais que les gens cessent de nous vendre du rêve à tout moment, voilà. Parce que demain, on ne sait pas ce que demain contient. Donc, du coup, on nous dit, bon, ça y est, le discours repris. C'est-à-dire, on va reprendre, on va faire ci, on va faire ça, on ne voit rien. On ne voit rien. Et puis, tous les pays du monde ne sont pas des pays de football. Le Bénin, aujourd'hui, abrite une Coupe du monde de pétanque. Moi, j'invite tous les Béninois à faire au moins tout avant la fin de cette compétition. Parce que ça vend le Bénin. Ça vend le Bénin et merci, c'est le lieu de remercier le président de la Confédération africaine de pétanque. Voilà, qui a quand même tout fait pour que nous puissions avancer, grandir. Et aussi les boulistes béninois, qui sont des boulistes de haut niveau. Ils ont été vice-champions du monde. Pourquoi on ne les célèbre pas assez? Il faut qu'on le fasse. Et que les footballeurs, oui, le football c'est le sport roi, mais je rappelle moi que tous les pays du monde ne sont pas des pays de foot, mais arrivent à se faire un nom. À s'illustrer quand même dans d'autres domaines, dans d'autres disciplines. Oui, et à se faire. Seriez-vous en train justement de nous dire qu'il est peut-être temps pour le Bénin de chercher à s'illustrer dans d'autres disciplines, et de laisser tomber, comme d'aucuns le diraient, le football Même pas à se chercher, c'est déjà là. C'est déjà là, en fait. Il suffit juste d'aller soutenir les pétanqueurs. Voilà. Et non seulement les pétanqueurs, il y a d'autres sports qui... Vous avez parlé du Maracana tout à l'heure. On investit trop de sous dans la fédération de football. Pour des peu de résultats finalement. Oui, peu de résultats et puis, trop peu. Et puis on nous vend trop du rêve. D'accord, allez, c'est son avis sur le sujet. On va pas revenir là-dessus puisqu'on en parlait déjà hier. Oui, exactement. Plateau, je pense qu'il ne faut pas se désespérer. Non. Il faut faire le bilan aussi dans le football. Je ne veux même pas vous entendre sur le sujet. Il faut qu'on fasse le bilan aussi. Comment faire le bilan dans d'autres secteurs? Il faut qu'on fasse le bilan de combien le football a pris au Bénin. En la matière, pour moi qui suis culturel de base, les artistes vous diront qu'il est temps.
Merci Merci. beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains qui ont d'ailleurs fait des publications sur les réseaux sociaux, demandant au gouvernement qu'il est temps maintenant de se concentrer un peu plus sur la culture, sur la musique, que de continuer à gaspiller des sous dans Merci Ahmed, le football. Parce que rapidement, ce que nous recherchons, je pense que c'est vendre notre pays. Vendre la destination voilà. Bénin. Si pour vendre la destination Bénin, je rejoins si le foot ne culturel, permet pas de vendre, si le foot ne permet pas de vendre, il faut que la culture permette de vendre le foot et se concentrer sur la culture. Oui. Parce que nos sous, c'est important pour nous de bien les dépenser. Absolument, absolument. Allez, on va finir rapidement, mais pas avant d'avoir parlé de l'autre actualité du moment, c'est la rentrée des classes. C'est la semaine prochaine, avec le grand jury, on peut lire ce matin, préparatif de la rentrée scolaire 2023-2024, parents d'élèves entre calcul, angoisse et stress. C'est très certainement le cas, de quelques-uns qui nous suivent en ce moment. Et pourquoi pas en plateau. Mais avant que de revenir sur ce sujet, puisqu'on parle aussi de la rentrée d'une manière ou d'une autre dans l'actu décalé du jour, je m'en voudrais de ne pas vous faire réagir, très chers analystes, sur la sortie du parti UDBN, notamment le quotidien Les 4 Vérités en parle ce matin, la une va s'afficher. Situation donc au Niger et ses graves répercussions sur les populations et la sous-région. L'UDBN invite l'UEMOA à lever les sanctions économiques et financières. Non, je pense que c'est très important. Il faut quand même que les hommes de bien puissent parler, puissent agir quand le mal est là. Et je pense que l'UDBN est dans cette approche-là. Et la présidente de l'UDBN, elle connaît ce qu'est la paix. Elle connaît ce qu'est la paix pour avoir été conseillère spéciale du président panafricain, du président du Parlement panafricain chargé des questions de paix et de développement. Elle connaît ce qu'est la paix, elle connaît le calvaire des populations du Niger. Et face à ça, il faut qu'elle réagisse. Et elle a réagi et elle a demandé que la voie diplomatique soit utilisée. Je pense que quand vous êtes mère de famille, quand vous connaissez la douleur, quand vous allez... parce qu'elle a été députée durant la 6e et la 7e législature. Elle a été forcément, elle est encore chef de parti, elle est au contact des populations. Elle sait ce que les populations vivent en de pareilles circonstances. Et donc, son cœur de mère a parlé. Je pense qu'elle a adressé un message. Elle voudrait que les uns et les autres puissent utiliser la voie diplomatique, la voie de paix, parce qu'il est important de se réunir autour d'un table pour pouvoir discuter. Les âmes n'apportent pas forcément la paix et elle a compris. C'est pourquoi elle a sorti un communiqué pour quand même inviter les uns les autres à utiliser la voie diplomatique, à faire entendre raison aux putschistes, mais pas au bout des âmes. Il faut le faire au bout du dialogue. Au bout du dialogue, le faire avec la paix, utiliser tout ce que pourrait quand même, tous les ingrédients qui pourraient quand même ramener la paix au Niger pour les populations, afin que ces populations cessent de souffrir. Le parti de Claudine Afia-Prudencio qui soutient donc la voie diplomatique et dit non à toute opération militaire donc au Niger, Amel Rumposo, et dans le même temps, le parti qui compatit à la douleur des Marocains suite au séisme intervenu dans le pays le vendredi dernier, si je ne m'abuse, et qui fait montre d'un bilan assez dramatique finalement. On parle déjà de 2500 morts quand même, et le nombre de blessés, 3000 blessés, déjà monté à 3000. Franchement, c'est déplorable et la présidente, comme Ségino l'a dit, a bien fait de faire parler son cœur de mère. Et au-delà de ça, nous allons naturellement présenter nos condoléances aux familles éplorées. Mais au-delà de ça, elle prend de la hauteur par rapport à un tel communiqué. C'est le moins qu'on peut attendre en principe des partis politiques. Il n'y a pas que les échéances électorales. Et c'est déplorable que quand les partis sortent, c'est toujours pour dire oui, tel sera positionné à tel endroit, tel candidat est mieux, alors que vous êtes l'émanation du peuple. Et donc, maintenant, parler au-delà même du Bénin, des questions du genre qui touchent au Bénin, puisque la fermeture de frontières, ça touche directement au Bénin. Absolument. Et le communiqué est allé dans tous ces aspects-là, la souffrance que vivent les populations,
et c'est réellement le concret. Donc, je comprends que la présidente soit une femme et donc elle est appelée à mieux comprendre ces aspects que les hommes. Que les hommes. Voilà, et les populations aussi doivent aussi, en tout cas, je trouve, hein, les populations doivent de plus en plus s'intéresser à qui s'intéresse à eux. À qui s'intéresse réellement à eux. Alors, bon, ça voilà. vient parce que les partis politiques, ce n'est pas forcément les échéances électorales. Et je trouve que s'intéresser à l'actualité internationale de cette façon, c'est bon. C'est à saluer. C'est un point. C'est à saluer. C'est un point de plus donc, pour le parti. Si vous permettez, je pense que c'est très, très important. Il faut quand même essayer de reconnaître ce que la présidente de l'UDBN a fait. Elle sait mettre Teresa quand il le faut. Elle sait être modèle inspirant pour les jeunes générations. Être une Agodier. Et exactement, une Agodier. Moi, je pense que c'est un modèle inspirant. Quand vous prenez son parcours, c'est un modèle inspirant. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait quand même, elle a connu la douleur. Elle sait la douleur que vivent actuellement ces populations du Maroc, la communauté marocaine au Bénin. Et donc, on va souhaiter. Je pense que si elle n'a pas un agenda très chargé, elle irait peut-être au Maroc de donner son sang pour sauver des vies, pourquoi pas. C'est ça aussi la diplomatie du Bénin. Oui. Et c'est aussi sur ce genre de chantier qu'on attend nos politiques. Précisons sur le sujet que tous les étudiants béninois donc, au Maroc sont sains et saufs. Cela peut rassurer évidemment les parents et les amis. Allez, merci beaucoup à vous, Sergino Lokossou et à Amel Rumposo. Dans l'actu décalé tout à l'heure, on parlera de la rentrée. J'en parlais tout à l'heure, oui, casse-tête pour parents apprenants, le quotidien. Le grand jury en parle, parents d'élèves, entre calcul, justement, angoisse et stress. Le quotidien L'Indépendant, quant à lui, parle des négociations gouvernement-syndicat à la rentrée. Donc en 2023-2024, le gouvernement renouvelle l'avance d'un mois de salaire aux AME. J'aurais bien voulu vous faire intervenir sur ce sujet, mais finalement, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, je fais juste la transition pour dire aux uns aux autres qu'on parle justement des AME dans l'actu décalé tout à l'heure avec Partène Couton,